Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins tentent tous les jours de connaître les causes qui les déterminent en compagnie de Quentin Molinier, Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor et Jules Salomon, à la lecture joyeuse des textes cette semaine Georges Claes, à la réalisation de substances musicales Mydia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son éthique Michel Mestre. À 10h50, ce sera l'heure de retrouver François Nudelman pour le journal de la philosophie. L'invité du journal aujourd'hui sera Xavier Mauméjean pour le dictionnaire des assassins et meurtriers, paru aux éditions Calman-Lévy. Après la liberté du créateur ou l'appel à un génie de l'artisanat, lundi, l'illusion de l'acte gratuit dans les caves du Vatican d'André Gide, mardi, et l'aliénation marxiste hier, mercredi, c'est aujourd'hui le dernier temps de notre semaine consacrée à la liberté. Et c'est à partir de la pensée de Spinoza que nous allons nous demander ce qu'il reste de la liberté, dès lors que l'existence découle d'une nécessité divine. L'erreur consiste en une privation de connaissance. Les hommes se trompent en ce qu'ils se pensent libres, opinion qui consiste seulement en ceci qu'ils sont conscients de leur action et ignorants des causes qui les déterminent. Donc cette idée qu'ils ont de leur liberté vient de ce qu'ils ne connaissent aucune cause à leurs actions. Car ce qu'ils disent, que les actions humaines dépendent de la volonté, ce sont des mots dont ils n'ont aucune idée. Ce qu'est la volonté en effet et de quelle manière elle meut le corps, tous l'ignorent, qui brandissent autre chose et inventent à l'âme des sièges et des demeures, soulevant d'ordinaire le rire ou la nausée. De même, quand nous fixons le soleil, nous l'imaginons à une distance d'environ 200 pieds de nous, erreur qui ne consiste pas dans cette seule imagination, mais dans le fait que, tandis que nous l'imaginons ainsi, nous ignorons sa vraie distance et la cause de cette imagination. Car même si plus tard nous savons qu'il est à une distance de nous de plus de 600 diamètres de la Terre, nous n'en continuerons pas moins de l'imaginer proche de nous. Car si nous imaginons le soleil si proche, ce n'est pas parce que nous ignorons sa vraie distance, mais parce qu'une affection de notre corps enveloppe l'essence du soleil, en tant que le corps lui-même est affecté par lui. Bonjour Pierre Zaoui. Bonjour. Bienvenue sur les nouveaux chemins. Vous allez nous parler donc de Spinoza aujourd'hui. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage consacré à Spinoza intitulé Spinoza, la décision de soi, paru aux éditions Bayard et qui est, à ma connaissance, un des meilleurs ouvrages que je connaisse sur Spinoza. C'est gentil, merci. Donc je suis ravie de faire cette émission avec vous. Le texte que j'ai lu était un texte tiré de l'éthique donc de Spinoza, éthique 2, la proposition 35, la scolie de la proposition 35, dans lequel, donc c'est un texte canonique quand on parle de la liberté chez Spinoza, et notamment qui permet de poser cette distinction à partir de laquelle je vous propose de partir entre la conscience de nos actions et l'ignorance des causes qui les déterminent. Spinoza dit que nous pensons être libres, ce n'est qu'une opinion qui vient que donc nous sommes conscients des actions que nous effectuons, mais ignorants des causes qui les déterminent. Comment comprendre cette distinction entre avoir conscience de quelque chose et ignorer d'autre chose? Alors là, Spinoza, il fait référence à ce qu'il a déjà énoncé dans l'appendice de la première partie de l'éthique, et donc c'est effectivement cette dénonciation de l'illusion de la liberté qui s'appuie sur l'illusion de la conscience. De ce point de vue-là, c'est un point de départ, souvent on oppose le déterminisme, c'est un anachronisme, il faudrait dire le nécessitarisme spinoziste à la liberté cartésienne et au geste de Descartes de manière purement spéculative. Tant qu'on reste dans le spéculatif,
on comprend rien. Ça fait un peu, Descartes, Spinoza, que choisir. Alors, il y en a un qui croit que tout est nécessaire, et puis l'autre qui pense que non, l'homme est libre de chacune de ses actions, et qui porte cet infini de la liberté même, qui est l'image de Dieu qu'il a laissée en nous, qui élève donc l'homme. Donc il y a toute cette tradition. On pourrait la tracer, vous avez parlé de Marx hier, il y a une tradition de la détermination qui traverse Marx, qui traverse Freud. Freud aussi se réclame de Spinoza, même s'il n'en parle pas beaucoup. Il y a une lettre de 32 où il dit « J'ai toujours pensé dans un climat spinoziste ». Toutes les sciences humaines, en un sens, se réclameront de Spinoza, puisque se réclameront de cette détermination. Et puis au contraire, toutes les sciences morales, chez Descartes, chez Husserl, chez Stoff, toute la sauvegarde de la subjectivité humaine, c'est Spinoza, c'est le diable. Parce que c'est celui qui défait cette liberté-là. Tant qu'on est dans cette opposition spéculative, au fond, c'est un peu comme si on avait le choix entre 2 barils de lessive au supermarché. Et de temps en temps, quand on se sent trop serf ou trop aliéné, on optera un peu pour Spinoza. Après tout, il a raison, mais de manière dépressive. C'est-à-dire que Spinoza, qui est quand même une philosophie de la joie, quand on opte pour lui de manière déprimante ou déprimée, c'est un peu triste. Ou alors quand on se lève d'un bon pied, comme ce cavalier français parti d'un si bon pas qui était Descartes, alors là on se sentira plutôt l'âme cartésienne. Je crois que l'un des enjeux à reprendre ce jeu des Descartes-Spinoza, c'est de partir au moins d'une... Françoise Zorabitjoli avait très bien décrit la chose, de partir quand même de 2 expériences qui sont absolument distinctes. Chez Spinoza, si on prend soit dans le court traité, soit même, il semblerait que le texte est écrit encore avant le prologue du traité de la réforme de l'entendement, le point de départ, le point d'entrée dans la philosophie de Spinoza, c'est d'abord un point d'entrée de servitude et de malheur. On est dans le malheur, on est dans la servitude. Et on se sent aliéné, c'est-à-dire qu'on se sent pas libre. Alors, aliéné aussi, c'est un anachronisme. Spinoza, il dit, on est dans la servitudo. On se sent serf, on se sent esclave. Et de ce point de vue-là, dans ces expériences-là que tout le monde connaît, il n'y a pas tant à dire est-ce qu'on est cartésien ou spinoziste, mais à l'intérieur de ces expériences, tout le monde est spinoziste. C'est-à-dire tout le monde fait cette expérience qu'il y a des tas de moments où on se croit libre et où on n'est pas du tout. Mais ça, c'est déjà un point de vue spinoziste de dire ça, de dire que tout le monde est spinoziste dans ces moments-là. Aucun parent, quand un jeune enfant dit « mais je suis libre, je fais ce que je veux, et je suis entièrement libre de manger tous les paquets de bonbons que je veux sur Terre », ne croira une demi-seconde, je crois aucun parent sur Terre ne croira une demi-seconde que son enfant est là en train d'affirmer sa liberté. Au contraire, il verra qu'il est l'esclave de sa gourmandise, qu'il est l'esclave des publicitaires, qu'il est l'esclave de ces produits infâmes qu'ils mettent pour s'attacher les enfants. Aucun fumeur un peu sérieux, je suis fumeur, ne pense qu'à chaque cigarette, il affirme sa liberté et qu'il est libre entièrement de fumer. Il sait bien qu'il y a quelque chose qui le tient, qui l'attire, que c'est chimique, que c'est organique et que c'est une dépendance. Donc de ce point de vue-là, il ne s'agit pas d'être spinoziste d'abord, il s'agit de reconnaître qu'il y a des expériences de servitude et que ces expériences de servitude, elles sont très quotidiennes. Mais ce que je veux dire, c'est que pour décrypter ces expériences de servitude, il faut déjà avoir le réflexe de faire la genèse des causes qui mènent à un résultat, en l'occurrence être fumeur, comprendre pourquoi nous pensons être libres lorsque nous fumons, alors qu'en réalité, nous avons cette expérience d'asservissement. Il faut non seulement une forme de bonne foi vis-à-vis de soi-même et ne pas se mentir. On est dans une question qui est assez intéressante chez Spinoza, puisque chez Spinoza, on a l'impression qu'il n'y a aucune place faite qu'on doit avoir un rapport complètement transparent à soi, comme s'il n'y avait pas de place laissée à une forme d'inconscient ou une partie de nous qui nous échapperait. Et ensuite, sur ce réflexe de faire la genèse des causes qui conduisent à ce que nous sommes ou ce que nous faisons, c'est déjà une manière de réfléchir aux choses. Là, il faudrait reprendre point par point ce que vous dites. D'abord, on est là pour ça. Transparence à soi, jamais. Transparence à soi, la puissance de transparence, c'est la conscience. Et tout le spinozisme est une dévaluation complète de la conscience. Ce que les philosophes du soupçon, Marx, Nietzsche, penseurs du soupçon ou Freud encore découvriront, c'est que la première fonction de la conscience est de se mentir à soi-même. Qu'on ne cesse pas de se mentir à soi-même. Alors il est certain qu'il y a une bonne foi chez Spinoza, mais cette bonne foi, elle n'est pas du tout dupe du fait que la conscience se ment à elle-même. Et celui qui est de bonne foi, si vous regardez dans la fin de la 4e partie de l'éthique, c'est l'homme libre. Et l'homme libre, c'est plus un modèle ou une image qu'une réalité. De ce point de vue-là, il n'y a rien de moins transparent à soi que le spinoziste ou que la philosophie de Spinoza. Pourquoi ? Pour une raison, on peut l'expliquer de 2 manières. On peut l'expliquer d'abord parce que
L'âme n'est jamais qu'une idée du corps, comme dit Spinoza, et le corps, la fabrica corporis, comme dit Spinoza et comme on disait à l'époque, la fabrique du corps ou la structure du corps est infiniment complexe et il passe infiniment notre savoir actuel. Ce qui fait que de toute façon, on ne sait pas ce que peut un corps, et ce qui signifie qu'on ne sait pas ce que peut l'idée d'un corps, donc on ne sait pas ce que peut une âme non plus. Donc sur nos puissances réelles, il y a une opacité qui est une opacité définitive. C'est-à-dire que même si tout est intelligible pour Spinoza, étant un mode fini, personne ne pourra se connaître intégralement, et personne ne pourra connaître intégralement son corps, et personne ne pourra connaître intégralement Dieu dans l'ensemble de ses déterminations. Il pourra le connaître intuitivement comme existant, il pourra le connaître dans sa productivité actuelle, mais il ne pourra pas le connaître dans l'ensemble de ses déterminations. Ce qui signifie donc que on n'est jamais entièrement libre. Juste un point, pardon. Alors, comment expliquer en ce sens que Spinoza lui-même ait recours à une méthode qu'il appelle lui-même géométrique pour expliquer le fonctionnement non seulement de l'homme, mais du rapport de l'homme au monde. Si l'homme n'est pas transparent à lui-même et qu'il y a toujours cette opacité, alors pourquoi avoir recours à une méthode qui est d'ordre scientifique et donc laisse penser qu'en droit, nous pouvons tout connaître? Alors, si vous permettez, j'y viens dans une seconde à la question de l'ordre géométrique, mais parce que le point, il est là. Le point, il est que il y a une opacité, il y a une absence de liberté. On est déterminé par le monde extérieur, les choses extérieures, les autres, son environnement, le climat, ce que vous voudrez. Ces conditions sociales, ces conditions, il ne parle pas de conditions économiques, mais de fait, oui, a repris dans une certaine tradition marxiste, ce qui signifie bien qu'on n'est jamais entièrement libre. Or, là, il y a un point d'attaque très très clair, et c'est là où le problème commence vraiment à se poser. C'est que si la liberté n'est pas infinie, en tout cas, on ne peut jamais être infiniment libre, alors dans un schéma cartésien, dans tous les schémas classiques de la liberté, il n'y a plus de liberté du tout. Puisque la force de la liberté, c'est toujours d'être infiniment supérieur, de pouvoir s'arracher à l'ordre des déterminations finies dans lesquelles on est pris. D'où le problème de Spinoza, c'est ce que vous posiez au départ. Qu'est-ce que ça peut devenir, la liberté, à partir du moment où on reconnaît qu'on ne sera jamais entièrement libre? C'est-à-dire que toute une certaine conception de la liberté se dissout. Et ce qui se dissout, c'est la conscience de sa liberté. Donc l'ordre géométrique, il sert absolument à ça. Il sert à essayer de transformer l'esprit en un automate spirituel qui fonctionne par lui-même et qui cherche sa liberté autrement que par les voies de la conscience, c'est-à-dire qui est une forme de liberté non réflexive et non sentimentale. Donc en gros, la question, c'est que reste-t-il de la liberté dès lors que celle-ci est finie et non plus infinie? Alors, en un sens... Parce qu'il y a deux niveaux. Il y a le libre arbitre est une illusion, et en même temps, c'est ce que vous semblez dire, et c'est ce que explique Spinoza par ailleurs, la liberté est dans une dimension finie, non pas infinie. En un sens, il y a les deux chez Spinoza. Et on pourrait dire qu'il y a au fond trois conceptions de la liberté. Il y a la liberté comme un sentiment de ma liberté. Là, ce que je fais, si j'aime telle personne, je l'aime librement, par décret de ma volonté. Ce qui est une farce, je crois, absolue, très indépendante de Spinoza. Les objets, les élections successives de nos affects ne sont pas vraiment libres. Donc de ce point de vue-là, toute cette liberté classique, celle du sens commun, mais aussi bien celle des philosophies de la conscience, c'est une parfaite illusion. Mais là, il y a rien à laisser, c'est une totale illusion. Après ça, il existe un second ordre de liberté, c'est quand on est obligé d'agir en condition d'ignorance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître. Et là, c'est le cas qu'on trouve dans les traités politiques de Spinoza, ou qu'on trouve encore dans les lettres. Si vous regardez les lettres, par rapport à la plupart de ses correspondants, quand il s'agit de parler au commun, Spinoza est cartésien. Spinoza est cartésien, il dit mais moi je suis absolument pas contre la volonté. Certes, je dis que la volonté c'est la même chose que l'entendement. On verra ce que ça veut dire. C'est la clé de la liberté spinoziste, c'est la troisième. Mais là, dans l'ordre commun, quand on peut pas savoir, bien évidemment qu'il y a toujours intérêt à se penser comme libre. Donc de ce point de vue-là, dans l'ordre politique, Spinoza serait très favorable, est un ami de la liberté, est un ami des constitutions libres, serait un ami de la démocratie, serait un ami de la liberté individuelle, et notamment dans notre théologico-politique, est un ami de la liberté d'expression. Liberté d'expression qui n'a rien de libre en vérité. On n'est pas libre d'exprimer ceci ou cela, ces idées sont déterminées par sa propre histoire, mais il faut poser, puisque de toute façon on ne peut pas connaître l'ensemble de ces déterminations, poser le compte libre, donc on pourrait dire que c'est une conception pragmatique de la liberté. Dans l'ordre
politique ou dans l'ordre de la conversation interhumaine, bien évidemment qu'il faut postuler la liberté. De ce point de vue-là, il n'y a pas de débat spéculatif à avoir, parce que dans l'ordre du spéculativo-pratique, si on converse avec quelqu'un, Spinoza ne défendrait pas une position spinoziste. Spinoza défendrait la position que tout le monde défend, que bien évidemment on est libre, sauf parce qu'il ne veut pas excuser tout le monde et que c'est trop compliqué d'expliquer que même si le fautif est entièrement déterminé, il n'en est pas moins coupable pour autant, parce que l'ignorance n'est pas une innocence. Donc ça, c'est conception pragmatique, au fond. Dans l'ordre des rapports humains, on peut parler de liberté, ça pose pas de problème. Il n'y a pas à inventer des débats sans fin. Il faut la présupposer pour pouvoir penser à un ordre politique, pour pouvoir penser des décisions de l'État. On est bien obligé de raisonner en termes de loi, alors qu'en vérité, la loi elle-même, il n'y a pas de loi, il n'y a que des vérités éternelles, dit Spinoza, etc., etc. C'est mal comprendre les choses que les comprendre en termes de loi, les comprendre en termes de décision. Mais dans l'ignorance politique ou dans l'ignorance des rapports interhumains, c'est utile. Enfin, il y a la liberté spinoziste, la seule qui l'intéresse, celle qui guide toute l'éthique. Et de ce point de vue-là, il faut faire attention à dire qu'est-ce qu'il reste de la liberté, c'est-à-dire à penser, au fond, Spinoza, il faut céder beaucoup de choses à la nature, et puis on va pouvoir trouver un petit reste de liberté. Alors que c'est pas tout à fait ça. Toute l'éthique, c'est un traité de la liberté. C'est un traité de la liberté qui part simplement de la chose qu'on est des êtres finis, et donc on n'est pas cause de soi. Et une chose libre, un être libre, c'est quelqu'un qui est cause de soi. Donc quand on n'est pas cause de soi, c'est pas nous qui avons demandé à venir au monde, c'est pas nous qui avons demandé à vivre ici ou en Syrie ou ailleurs, c'est pas nous qui avons décidé de tout ça, c'est pas nous qui avons décidé de notre milieu social, etc. Quand sous toutes ces déterminations-là, quel peut être le sens de la liberté? Là, le sens de la liberté spinoziste, ce qu'il appelle la béatitude, il prétend nous mener comme par la main vers la béatitude, celle qu'on va découvrir dans la 5e partie de l'éthique, c'est une forme de participation. Donc là, effectivement, par rapport à votre question initiale, c'est une forme de perte de la subjectivité, c'est-à-dire qu'on est libre par Dieu ou par la nature. Donc on est libre quand on participe d'une puissance plus grande que soi. Quand on ne participe que de soi, on n'est jamais libre. Donc il y a une liberté qui est une liberté sublime, qui est une liberté infinie, celle-là. Mais c'est la liberté de Dieu, c'est-à-dire la liberté de l'ensemble de la nature. Mais n'écrasons pas trop vite Spinoza sous l'athéisme, parce que cette nature, elle est quand même très très divine, elle est glorieuse, elle est libre, elle est productive, elle est puissante, etc. Mais alors, ce qui veut dire que la déconstruction de l'idée de libre arbitre, puisque le libre arbitre pour Spinoza est une illusion qui vient de la méconnaissance des causes qui nous agissent, des causes qui vont conduire au résultat qui est celui de notre action. Donc la déconstruction de l'idée de liberté comme libre arbitre a pour conséquence ou pour corollaire la déconstruction de l'idée même de subjectivité. Déjà, il faut essayer de comprendre ça. C'est que chez lui, une certaine idée de la liberté engendre une certaine idée de la subjectivité. Et si l'on renonce à l'une, on renonce à l'autre. Mais en ce sens, comment alors comprendre la démarche même qui est celle de Spinoza, y compris jusque dans la 5e partie de l'éthique, où il en appelle à cette participation, donc à ce changement de point de vue, en réalité essayer de se défaire d'un point de vue humain, nécessairement tronqué, puisque nous n'avons pas conscience de toutes les choses, pour atteindre un point de vue divin, dès lors que l'homme lui-même n'a pas la liberté de le faire. C'est-à-dire que si l'homme est déterminé ou agit mu par des causes qui le préexistent, alors comment peut-il, lui, décider? Y a-t-il une pensée de la décision de changer de point de vue, de ne plus penser à partir de soi, mais penser à partir de Dieu? Alors il y a un saut. Voilà. Il y a un saut. Chez Spinoza, il y a 3 genres de connaissances. Et l'éthique, c'est un chemin. Bon, l'éthique, c'est un caractère, mais l'éthica qu'écrit Spinoza, c'est pensé comme un chemin pour nous mener vers ce saut, c'est-à-dire ce saut où on passe d'une vie plus ou moins puissante, d'une vie un peu de girouette, d'une vie d'aliénation perpétuelle à des objets extérieurs, à une vie qui est vécue de manière pleinement affirmative, de manière pleinement puissante, c'est-à-dire de manière libre pour Spinoza. Ce saut-là, dit Spinoza, on y passe par la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut connaître. On connaîtra jamais tout. Mais il faut connaître, et il faut connaître quoi? Du point de vue de la liberté, il faut connaître ses affections. Donc il faut connaître les modifications de son corps, donc il faut connaître les affects ou les sentiments, qui nous sont, c'est la 3e et la 4e partie de l'éthique. Et cette connaissance-là, cette science des affects, en tant que science nécessairement, elle repose sur la nécessité de ces affects. Et comment s'opère ce saut? Ce saut s'opère dans le fait que plus on connaît ces déterminations, plus et à chaque fois qu'on connaît pleinement une de ces déterminations, quelque chose se détache.
de cette détermination, c'est-à-dire qu'on est libre de ne plus y obéir ou qu'on peut penser à autre chose ou qu'on peut changer de comportement. Alors il est certain que du point de vue de Dieu, tout cela est entièrement déterminé. Mais nous, on n'aura jamais, et là il y a quelque chose de dangereux avec Spinoza, c'est qu'il ne faut pas se prendre pour Dieu. C'est même pas parce qu'on accède au troisième genre de connaissance qu'on est Dieu, qu'on est cause immanente de toute chose, et même le sage ou même l'homme libre reste entièrement déterminé, et même reste entièrement déterminé par des déterminations qu'il ignore. Le sage ne cesse pas de répéter Spinoza, à proposition 10 de la 5e partie, a autant d'idées inadéquates que l'ignorant. Donc il est aussi bête, il est aussi aliéné que l'ignorant. Juste, il a davantage d'idées adéquates. Donc, il a une puissance ou une liberté plus grande à l'intérieur de cette aliénation. Ce qui veut dire que, pour le dire en une phrase, la liberté chez Spinoza, c'est pas un postulat, c'est pas un point de départ, c'est pas une faculté idéale, c'est toujours une conquête. Il n'y a pas de liberté, il n'y a que des formes de libération depuis une servitude qui est toujours native. J'appelle libre, quant à moi, une chose qui est et agit par la seule nécessité de sa nature. Contrainte, celle qui est déterminée par une autre à exister et à agir d'une certaine façon déterminée. Vous le voyez bien, je ne fais pas consister la liberté dans un libre décret, mais dans une libre nécessité. Pour rendre cela clair et intelligible, concevons une chose très simple. Une pierre, par exemple, reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement. Et l'impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir nécessairement. Cette persistance de la pierre dans le mouvement est une contrainte, non parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion d'une cause extérieure. Et ce qui est vrai de la pierre, il faut l'entendre de toute chose singulière, quelle que soit la complexité qu'il vous plaise de lui attribuer, si nombreuse que puissent être ses aptitudes, parce que toute chose singulière est nécessairement déterminée par une cause extérieure à exister et à agir d'une certaine manière déterminée. Concevez maintenant, si vous voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, pense et sache qu'elle fait effort autant qu'elle peut pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a conscience de son effort seulement, et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent. Un enfant croit librement à péter le lait. Un jeune garçon irrité vouloir se venger et, s'il est poltron, vouloir fuir. Un ivrogne croit dire par un libre décret de son âme ce qu'ensuite, revenu à la sobriété, il aurait voulu taire. De même, un délirant, un bavard et bien d'autres de même farine croient agir par un libre décret de l'âme et non se laisser contraindre. Pierre Zaouine, dans la lettre à Schuller, qui date de 1674, qu'on a entendu juste avant, interprétée par Georges Claes, Spinoza prend l'exemple d'une pierre qui tomberait, de la chute d'une pierre, qui, si elle avait conscience d'elle-même, croirait qu'elle tombe parce qu'elle fait l'effort de tomber, qu'elle est cause de son mouvement. Or, puisque nous nous situons d'un point de vue extérieur, nous savons qu'elle a été, par exemple, jetée par quelqu'un, et donc elle n'est pas la cause de son mouvement. Et il compare l'homme à cette pierre, il dit que l'homme est comme cette pierre, il croit avoir conscience et être responsable de ses actes. Or, en réalité, c'est simplement la méconnaissance des causes qui le déterminent. Mais dans ce cas, une fois qu'on part de là, comment expliquer que l'homme produise ce que Spinoza appelle ses fictions? Pourquoi c'est comme s'il avait besoin de se postuler comme étant libre, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, pour Spinoza, la liberté politique, voire morale, ne pose pas de problème. On peut postuler qu'elle existe pour rendre possible le vivre ensemble, pour rendre possible la vie politique. Mais on a l'impression quand même que chez la façon dont Spinoza décrit le comportement humain, que c'est presque de manière nécessaire que ces fictions apparaissent à l'homme. Et là, on est dans un niveau qui est peut-être plus anthropologique, mais pourquoi l'homme se voit-il soumis à ces fictions-là, alors qu'en réalité, il est soumis à une nécessité qui le dépasse? Alors,
Cette lettre à Schuller, elle est très célèbre. C'est notamment la lettre qui a rendu le plus fou tous les ennemis du spinozisme, de Jacobi à Chestov, parce que c'est la lettre qui dit la vérité de ce qu'est le spinozisme. Spinoza nous propose même pas de vivre comme des bêtes et de marcher à quatre pattes, comme disait Voltaire à Rousseau, mais il nous propose de vivre comme des pierres, et de n'avoir pas une dignité supérieure à celle des pierres, et d'être au fond autant déterminé que le monde matériel. Et profession de foi de pur matérialisme, de pur déterminisme et de pur anti-humanisme. Affreux. Simultanément, il faut comprendre ce que veut dire, là encore, Spinoza. Si vous prenez les exemples qu'il donne après, les exemples de l'ivrogne, les exemples ailleurs, il y a les exemples de la bavarde, il y a les exemples de celui qui va se pendre et qui croit y aller librement. Quand l'un de vos amis dit « j'en ai marre, je vais me flinguer », vous pensez qu'il est libre ou est-ce que vous pensez qu'il est déterminé? Vous allez l'en empêcher en vous disant, quand il sortira de ses déterminations, il peut aller mieux. Je pense que quand on voit quelqu'un qui essaie de se suicider, on essaie de l'en empêcher. C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'est pas libre et qu'il est déterminé. Pas sûr. Mais c'est la même chose quand on pense que quelqu'un est en train de faire une sottise. Donc on a tous ce moment où on pense qu'il y a cette détermination-là et qu'il y a cette pierre-là. Après ça, oui, il n'y a pas donc chez Spinoza cette attention à sauver une dignité ou une vanité spécifique de l'homme. Au fond, l'homme, il fait partie de la nature. Il est un parmi cette nature. Et ce qui se joue dans la liberté de Spinoza, c'est que oui, il y a cette détermination de la pierre qui est, au fond, simplement la condition, là très simplement épistémologique, d'une science possible de la nature humaine. Les sciences de l'humain sont nécessairement, les sciences humaines sont nécessairement des sciences de l'inhumain, pour reprendre la formule de Lévi-Strauss, un très spinoziste. On ne peut pas travailler sur les déterminations, essayer de connaître comment fonctionnent les hommes, si on présuppose qu'ils sont libres, puisque justement c'est un point d'absolu qui échappe à toute détermination et donc à toute prise par le concept. Donc, nécessairement, il faut se considérer les hommes comme une pierre. Après ça, il y a d'autres expériences que celle de la pierre. Plus exactement, cette expérience de la pierre, ça peut être une expérience extrêmement douloureuse, finalement on n'est qu'une pierre, etc. Ça peut être aussi une expérience absolument merveilleuse. Alors là, il y aurait plusieurs interprétations de Spinoza. Mais prenez par exemple l'interprétation romantique. Hernani, quand Hernani, qui est l'une des figures de la liberté romantique, comment Hugo il le définit? Il le définit comme une force qui va. Bon, une force qui va exactement comme une pierre lancée. Et dans ce mouvement de la force qui va, il y a n'importe quel sportif vous dira qu'au moment, je ne sais pas, les fous furieux qui font le Tour de France, etc., bon, au bout de 300 kilomètres, il y a un moment, ils se transforment en automate, et c'est dans cette transformation en automate qu'ils se sentent absolument le plus libres, qu'ils se sentent une machine, une bête, une pierre, une force, un animal, et c'est à l'intérieur de cette expérience-là. Donc, vous voyez bien que cette pensée de la pierre, elle a deux faces. Quand, dans les hauts d'Hurlevent, Catherine dit à propos de Heathcliff, notre amour est comme les roches du sous-sol, source de peu de joie visible mais nécessaire. Bon, c'est cette splendide comparaison zoologique. Elle décrit parfaitement l'amour le plus libre. En un sens, il y a une liberté sociale totale. Ils ne peuvent pas s'aimer, Catherine et Heathcliff, vu leur histoire, vu leur milieu, vu qui est Heathcliff, etc. Et en même temps, il y a une nécessité géologique qui renverse tout et qui est l'affirmation même d'une liberté. Donc, au fond, se comporter comme une pierre, sans se donner l'illusion d'être autre chose qu'une pierre ou une force qui va, c'est l'expérience d'une aliénation totale, mais vue sous une autre perspective, c'est aussi l'expérience de la liberté la plus concrète et la plus communément éprouvée, je pense. Et lorsque vous dites qu'il est évident pour vous que deux personnes ne puissent pas s'aimer, que lorsque vous affirmez une forme de nécessité qui serait derrière la liberté, qu'elle ne serait donc qu'une illusion, est-ce que c'est pas d'ailleurs ce que fait Spinoza lui-même, se positionner dans un endroit bien particulier qui consisterait à tenir le discours quelque part d'un discours assez normatif en réalité, puisque Spinoza, dans l'univers de Spinoza, il y a ce monisme, c'est-à-dire que Dieu n'est pas du tout une substance transcendante, au contraire Dieu est la seule substance, mais du coup c'est un monde qui est dans une forme d'immanence où rien n'est transcendant, tout est engendré par un enchaînement de causes qui n'implique pas un premier moteur qui lui serait transcendant ou en dehors du monde. Mais cette immanence-là, est-ce qu'elle n'est pas un peu altérée par certaines prises de position de Spinoza, par exemple, en indexant le bien sur l'utile, par exemple, ou en gardant même ces valeurs de bien et de mauvais, qui sont certes de bien et de mal, pardon, qui sont certes indexées sur le bon et le mauvais pour l'homme, mais il reste quand même le cheminement de l'éthique le montre bien. Il y a comme une voie à suivre.
voyez, est-ce que finalement l'immanence totale qui est celle de l'univers de Spinoza, plutôt que de conduire à un relativisme justement, met en place certaines normes. Alors le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas il y a une prise de position, il y a une thèse. On n'est pas dans une indifférence totale. Oui, alors votre remarque est très juste. Je crois qu'il y a les deux chez Spinoza. Là, c'est l'un des grands mystères de Spinoza. Alors, je suis pas sûr que tout soit immanent. Ça, c'est des grandes lectures. Là, j'ai toujours l'impression, quand on parle de l'immanence spinoziste, ou pour Spinoza, tout est immanent, qu'on confond un peu Spinoza et son Dieu. Dieu est cause immanente de toute chose, oui. Donc, du point de vue de Dieu en tant qu'être productif, du point de vue de ce que Spinoza appelle la naturance, la nature naturante, la nature productrice, de ce point de vue-là, oui, on est dans l'immanence, quand on pense à partir de là. Mais Spinoza, le sage, nous tous, etc., nous, on n'est pas dans cette immanence-là. Nous, au contraire, on ne cesse de penser de manière séparée. L'ensemble de nos affects, nous et les autres, nous et le monde extérieur. Donc, à l'intérieur de l'ignorance dans laquelle on est, il faut construire un certain rapport d'immanence, mais tant qu'on n'a pas construit ce rapport d'immanence, tout est transcendant. On est transcendant aux autres, on est séparé, on est seul. Chaque chose est seule, la cause est séparée de son effet. Donc l'immanence n'est pas un état de fait. L'immanence n'est pas un état de fait. L'état de fait pour les hommes, c'est un rapport de transcendance de tout à tout. Il y a transcendance de tous les objets, transcendance de l'autre, transcendance de ma volonté qui est aliénée, mais je ne le sais pas, y compris le sage, qui a toute un pan de sa liberté qui est aliéné et qui ne le sait pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se défaire de la volonté, il faut essayer au maximum, quand on peut penser, pas dans les rapports d'action, dans la politique, etc., mais quand on est libre de pouvoir penser, il faut cesser de raisonner en termes de volonté et de conscience. Ça nous fait toujours avancer. C'est toujours un asile de l'ignorance. La volonté de Dieu est un asile de l'ignorance, la volonté humaine est un asile de l'ignorance quand on la prend comme telle, c'est-à-dire de manière séparée ou de manière transcendante. Donc au fond, notre condition de départ chez Spinoza, c'est plutôt la transcendance. Et l'immanence, c'est ce qui se conquiert quand au plus on se rapproche de l'expérience Dieu. de la transcendance. L'immanence serait le fond ontologique, alors que la transcendance serait plutôt de l'ordre de l'illusion, là encore. Absolument, c'est une illusion, mais c'est une illusion commune, c'est l'ordre commun de la nature. C'est-à-dire qu'on est transcendant, on est dans une séparation, dans une extériorité radicale, les uns avec les autres. Et il faut arriver à retrouver l'intuition première de cette nature une, mais qui nous est pas donnée naturellement. De ce point de vue-là, je comprends très bien cette idée normative, puisqu'au fond, c'est le modèle mathématique. Donc, on dire comme par la main, bon, il n'y a qu'une voie. En un certain sens, vous avez parfaitement raison. Alors, la norme, ce serait peut-être pas le meilleur terme, parce que la norme présuppose toujours une extériorité. Mais en un sens, oui, il y a une forme, c'est hyper normé, puisque si on ne suit pas cette voie de la connaissance, si on ne passe pas du premier au deuxième genre et du deuxième au troisième, si on essaie de sauter directement un genre, si on ne suit pas la voie de Spinoza, en un sens, on n'a aucune chance d'y arriver. Alors, d'un certain point de vue, oui, c'est la philosophie la moins libre. Soit on est spinoziste, et si on est spinoziste, il n'y a rien d'autre à faire qu'à être spinoziste. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à resuivre ce cheminement, comme Spinoza, de connaissance progressive de l'ensemble de nos affects. En un autre sens, cette exigence, au fond, pour être libre de connaître ses affects, comme les affects, c'est le désir, la joie, la tristesse, ça n'existe pas en soi. C'est des affects théoriques. Ce qui existe, c'est telle joie particulière. C'est telle joie de tel chatouillement particulier que vous avez pu connaître. C'est telle colère particulière de la tristesse. C'est que ça qui existe. Donc la connaissance des affects est toujours une voie singulière. Et donc de ce point de vue-là, c'est pas du tout les grands affects en général qu'il faut connaître, c'est ces affects particuliers. Et donc c'est le contraire d'une voie normative. C'est au contraire chacun doit inventer sa propre voie, que ce soit philosophiquement, artistiquement, etc. Quand l'expérience m'eut appris que tous les événements ordinaires de la vie sont vains et futiles, voyant que tout ce qui était pour moi cause ou objet de crainte ne contenait rien de bon ni de mauvais en soi, mais dans la seule mesure où l'âme en était émue, je me décidai en fin de compte à rechercher s'il n'existait pas un bien véritable et qui pût se communiquer, quelque chose enfin dont la découverte et l'acquisition me procureraient pour l'éternité la jouissance d'une joie suprême et incessante. Je dirais que tout pouvoir est triste. Même si ceux qui ont le pouvoir se réjouissent beaucoup de l'avoir, c'est une joie triste. Il y a des joies tristes. C'est une joie triste. En revanche, la joie, c'est l'effectuation d'une puissance. Encore une fois,
Je ne connais pas de puissance qui soit méchante. Le typhon est une puissance. Il doit se réjouir dans son âme, mais c'est pas d'abattre les maisons qu'il se réjouit, c'est d'être. Se réjouir, c'est se réjouir d'être ce qu'on est, c'est-à-dire d'être arrivé là où on en est. Alors c'est pas la joie de soi-même, c'est pas une joie, c'est pas être content de soi, la joie. Pas du tout, quoi. C'est pas le plaisir d'être content de soi. C'est le plaisir de la conquête, comme disait Nietzsche. Mais la conquête, ça consiste pas à servir des gens. La conquête, c'est par exemple pour un peintre conquérir la couleur. Oui, ça c'est une conquête. Ouais. Là, c'est la joie. Il est quand même difficile de penser, Pierre Zaoui, comment Spinoza parvient d'un côté à déconstruire une idée de la subjectivité en montrant que le libre arbitre n'est qu'une illusion, et de l'autre permet de penser de proposer une pensée de la singularité. C'est ce que vous avez dit juste avant, une pensée du singulier. Donc il faut ici distinguer la subjectivité du singulier. Et surtout, est-ce que ce paradoxe-là n'est pas pointé à merveille quand on compare donc l'éthique dont on a parlé jusqu'à présent et donc la façon qu'a Spinoza de se mettre du point de vue de Dieu, ou d'en appeler à un décentrement de l'homme pour se hisser vers un point de vue qui ne serait pas le sien, avec le début de la traité de la réforme de l'entendement que j'ai lu juste avant, où ici Spinoza s'adresse à la première personne. Il utilise le jeu. Il parle des expériences de sa vie qui lui ont appris que les événements sont vains et futiles, et donc il faut se tourner vers un bien en soi. Comment peut-il tenir ces deux affirmations ? Alors, il faudrait repartir de ce splendide début à un sens très commun, c'est le genre protreptique. C'est le genre de la coercion philosophique le plus classique, et en même temps, c'est absolument splendide. C'est le premier texte de Spinoza qu'il écrit, et on voit bien ce qu'on disait tout à l'heure sur ce point de départ depuis une expérience fondamentalement malheureuse. Toutes les choses sont vaines et futiles. Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on considère que toutes les choses sont vaines et futiles? Quand on est tombé dans la mélancolie. Pour moi, ce début du traité de la réforme de l'entendement, c'est la chute dans la mélancolie, au sens où la mélancolie, c'est le sentiment de la vanité de toute chose. C'est le sentiment de la vanité de toute chose, c'est la perte totale de chemin, et c'est au fond une tristesse égale. C'est pas une souffrance, la souffrance d'une perte, etc. C'est une souffrance égale, puisque toutes les choses, étant vaines et futiles, se retrouvent exactement à égalité. La définition que Spinoza donnera de la mélancolie, que toutes les parties du corps sont affectées de tristesse en même temps. Donc, il y a ce point de départ. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut faire l'un des mots d'ordre. On peut dire que toute l'éthique et toute la pensée de la liberté chez Spinoza, c'est une pensée à penser en rapport avec cet état mélancolique initial, et qui est peut-être l'un des dangers permanents du spinozisme. Bon, il y a cette formule expellare melancholiam, expulser la mélancolie. Il est dans ma nature, de Spinoza dans l'éthique, d'expulser la mélancolie. En un certain sens, c'est là ce qui rend Spinoza un peu dangereux. Il y a cette expérience, et ce qui la rend aussi incompréhensible pour beaucoup de gens qui n'ont pas du tout une âme mélancolique. C'est que je crois que Spinoza construit toute cette philosophie. La liberté, c'est sortir de cet état de mélancolie où rien ne vaut plus, et où toutes les valeurs sont dépréciées, où tout est égal. Les biographes connaissent très peu de choses sur Spinoza. On parlait de ce premier chagrin d'amour. Bon, il y a ce rérem, cette excommunication très très violente qu'il subit par la communauté juive d'Amsterdam. Bon, il a de quoi être plus savoir où il est, ce qu'il veut et ce qu'il peut avoir de la valeur. Alors après, il se précipite vers ce bien, qui est la vieille idée grecque. Bon, c'est le côté plus platonicien qu'aristotélicien de Spinoza. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un bien suprême qui au moins me sorte de ça, c'est-à-dire qui me sauve du nihilisme? Deleuze, c'est très rigolo cet extrait, parce que comme toujours, c'est à la fois du pur Spinoza et puis pas du tout du Spinoza. C'est un extrait de l'abécédaire de Deleuze. Quand il parle du typhon, c'est du pur Spinoza, parce que c'est toute chose a une âme. La pierre a une âme, le typhon peut avoir une âme. Alors, il y a pas nécessairement accès, mais le typhon existe dans la tribu pensée. Oui, le typhon, dans l'expression de sa puissance de se réjouir, ça c'est du pur Spinoza. Moi, je dis que c'est pas du tout du contentement de soi, la joie. C'est la plus haute des joies. La quiescentia in se ipso, c'est la plus haute des joies passives chez Spinoza. Alors si, contentement de soi, c'est... Mais cette idée de liberté comme conquête dont parlait Deleuze, et en l'occurrence, c'est cette liberté comme conquête. C'est cette idée, au fond, qu'on se sent et je crois qu'on ne peut vraiment la sentir et la comprendre, qu'on ne se sent pleinement libre que quand on rentre dans ces formes
de nécessité et de détermination autour desquels on tournait avant sans pouvoir y parvenir. Celui qui peut comprendre véritablement Spinoza, c'est le mélancolique, c'est le procrastinateur, c'est le velléitaire, c'est celui qui se sent bien qu'il aimerait faire ceci, ou comme la Médée d'Ovide, qui aime bien citer Spinoza, qui voit le meilleur, qui l'approuve et qui fait le pire. Je sais que je veux pas faire ça, et pourtant je le fais parce que c'est plus fort que moi. Et à l'intérieur de ça, tout le spinozisme consiste à dire, il y a des moments où c'est plus fort que moi et on est triste. Et au fond, on est triste, et du même coup, cette tristesse, elle diminue. La tristesse, c'est ça, c'est la diminution, parce que être triste, qu'il y ait des forces plus fortes que soi qui s'emparent de nous, ça la diminue et on est moins puissant. Et puis il y a d'autres moments où c'est plus fort que soi, mais cette conscience, cette pensée ou cette connaissance qu'il y a quelque chose de plus fort que soi en nous qui nous détermine à faire ceci et cela, c'est pas du tout triste, mais c'est extrêmement réjouissant. Il y a rien de plus réjouissant que de faire les plus grandes choses parce qu'elles sont causées par des choses extérieures à nous, par un amour, par une idée, par une cause, par une promesse, et que là, on peut avoir un sentiment de très très grande liberté, alors même qu'on est pleinement déterminé. Et là, Deleuze parle des peintres, je crois que c'est pas pour rien. Aucun peintre, mais aucun artiste en général, ne peut être sérieusement cartésien. Dans l'acte de création, il y a un spinozisme nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité intérieure, comme disait Kandinsky, qui pousse à faire l'œuvre et qui rend l'œuvre absolument nécessaire, c'est-à-dire qui l'arrache à ce que Proust appelait les vérités de l'intelligence, auquel il manque la griffe de la nécessité. Disait Proust, et tout artiste, qui soit écrivain, qui soit peintre, je crois, vit avec Descartes. On peut expliquer un homme qui lève son bras, on peut expliquer quelqu'un qui décide de bien gérer sa vie, mais on peut pas comprendre le créateur, on peut pas comprendre les amoureux, on peut pas comprendre les mélancoliques, on s'empêche de penser tout un pan. Et dès qu'on rentre dans les expériences les plus fortes de son existence, on voit bien que là, c'est pas du spéculatif ou une contradiction spinoziste. En tout cas, ce qui apparaît comme une contradiction, c'est un fait d'expérience que les moments où on est le plus libre et le plus joyeusement libre sont les moments où on se sent le plus déterminé, mais loin de souffrir de cette détermination, on la prend comme un renforcement de sa puissance. Mais alors, est-ce que c'est là que se situe le moyen d'action auquel revient l'homme? C'est-à-dire que faire en sorte que ces déterminations soient influencées ou tirées vers des actes ou des pensées qui nous rendront joyeux et non pas tristes? Ou est-ce que il faut pas penser au contraire que si de toute façon c'est en adhérant à la nécessité qui nous détermine que nous pouvons nous sentir plus libres, alors peut-être faut-il dans ce cas adhérer à une forme de détermination qui, elle, serait plus négative. Si mon tempérament est d'être mélancolique, donc est-ce qu'il pour être fidèle à la nécessité intérieure qui me détermine, alors il faut que je l'accepte et donc renoncer à toute forme de sortie ou de déviation de la tristesse vers la joie. Oui. Mais il y a le conatus. Je me dis voilà. Il y a le conatus, c'est-à-dire qu'il y a l'effort pour persévérer dans son être. Et la mélancolie, c'est quand même, comme disait Freud, une culture de mort. Une formidable, épouvantable culture de mort où le sujet va quand même droit, va droit vers sa perte. Donc il y a un moment, Spinoza dit, pour soutenir la mélancolie, il faut un choc violent. Il faut un choc, il faut une rencontre. Et là, vous voyez tout ce ton. Alors que Spinoza ne croit pas en la volonté, ne croit pas en la décision. Tout le temps, du début du traité de la réforme de la volonté, il dit, je résolus, institutio en latin, j'instituais, il a eu le choc, en l'occurrence. Donc là, il y a un choc où à un moment, on se dit, là, il faut qu'on arrête. D'où il peut venir ce choc? Il viendra pas du moraliste qui dira, allez, mais de toute façon, t'es libre, c'est qu'une question de volonté. Si tu voulais le faire, tu pourrais le faire. Ce choc, il peut venir au fond de 1000 raisons, et c'est pas tellement au philosophe à le déterminer. Le philosophe, lui, il intervient au moment où le choc a lieu. Et au moment où le choc a lieu, il s'agit juste de penser. De ce point de vue, on peut pas opposer que joie et tristesse. Il faudra opposer d'un côté. Donc la joie et la tristesse, c'est deux modifications du conatus, c'est-à-dire du désir qui constitue l'essence de l'homme. C'est cet effort pour persévérer dans son être qui est dans toute chose et qui s'appelle désir, appétit avec conscience de lui-même, pour ce qui est le cas de l'homme en particulier. Donc ce désir, il se modifie de manière, il devient plus fort, il s'intensifie, il gagne en puissance, ça s'appelle la joie, ou alors il diminue, ça s'appelle la tristesse. Et au fond, tout ce que dit Spinoza, c'est que la liberté, elle est où? La liberté, elle est d'abord, dans un premier temps, dans l'augmentation de sa puissance. Être libre, c'est devenir plus puissant. Et plus vous êtes puissant, plus vous êtes libre. C'est rien d'autre que la puissance. Et la puissance, c'est rien d'autre que l'acte. C'est pas la puissance au sens aristotélicien, c'est quelque chose qui n'existerait qu'en puissance en attendant son actualisation. Toute puissance est immédiatement en acte. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, la liberté, c'est jamais une idée ou une spéculation de la liberté. La liberté, vous la voyez bien en acte.
Un matin, vous vous réveillez, vous avez quelque chose à faire et vous le faites. Et puis un autre matin, vous vous réveillez, vous avez quelque chose à faire, vous le faites pas. Bon, le matin, vous êtes puissant, vous êtes libre. Le matin, vous êtes impuissant. Vous êtes rêveur, vous êtes aliéné, vous êtes triste, vous y arrivez pas et vous êtes impuissant et donc serf et non libre. Ça, c'est le niveau des joies passives. Alors le problème, c'est qu'il y a des joies passives qui sont formidables mais qui nous aliènent encore plus. L'amour pour une chose extérieure, l'amour de l'argent, ça rend très joyeux. Quand Deleuze dit tout pouvoir est triste, c'est une pétition de principe, c'est pas vrai. Je crois qu'on s'amuse beaucoup aussi dans les lieux du pouvoir. Et plus c'est cruel, plus c'est méchant. Plus ça peut aussi s'amuser d'une joie noire, ça l'a bien marqué. Et là-dessus, faut éviter de recréer de nouveaux dialyses. Des fois, Deleuze, qui n'aime pas ça, se laisse un peu prendre, parce que dire le pouvoir serait pas bien, c'est triste. Mais la puissance, c'est formidable, c'est la joie, il y a jamais... Ça recrée quand même... c'est un peu le Spinoza au pays des bisounours, quand même. Il y a des choses pas bien du tout d'un côté, et puis des choses formidables, absolument inentamées. Le typhon, c'est splendide, etc. Pourtant, la lecture de Spinoza n'a pas changé la vie de Deleuze en celle d'un bisounours, c'est le moins qu'on puisse dire, quand on connaît la... Voilà. Surtout pas, mais en revanche, il y a des moments dans les textes deleuziens où il laisse ouvert la porte à, au fond, une simplification extrêmement grande et surtout à recréer des tables de valeurs et du bien et du mal au lieu même où il s'agit de s'en débarrasser. Donc la question qui se pose, c'est après, comment est-ce qu'on passe de l'ensemble des joies passives et parce qu'au fond, une joie passive, ça peut nous conduire... La drogue, c'est formidable, ça décuple vos puissances. Ceux qui prennent de la cocaïne, pendant 3 jours, ils marchent sur l'eau. Ils peuvent travailler, c'est formidable. Bon, ils vont le payer après. Ils vont le payer un certain temps. Donc, des joies actives immédiates vont se payer en tristesse plus grande après. Donc, tant qu'on est dans le domaine passif. Ce qui est vraiment la clé du spinozisme, c'est que, dans le fond, cette dialectique des joies et des tristesses passives, on risque très longtemps de tourner en rond. C'est mieux d'essayer de privilégier les joies, mais en faisant très attention, étant très prudent, parce que les joies se retournent très vite en leur contraire. Mais il y a aussi la joie active. La joie active, c'est la joie de connaître. Et là, on passe du côté de la béatitude. Parce que alors là, la joie de connaître, elle est inentamée. C'est pas le typhon qui se réjouit de sa liberté ou de sa puissance. C'est la pensée de cette puissance. C'est la pensée et la compréhension juste de cette puissance. Et à chaque fois que vous comprenez, justement, que ce soit le typhon qui la fasse ou que ce soit le philosophe, à chaque fois qu'on comprend pleinement la détermination de quelque chose, ça nous rend joyeux, y compris du pire. En quoi est-ce que ce n'est pas simplement une résignation? En quoi ce n'est pas une pensée d'arriver à se satisfaire de la nécessité? Donc essayer de se changer soi-même plutôt que de changer l'ordre du monde, certes, mais du coup, est-ce que ça n'ouvre pas la voie à une forme, oui, de résignation? Non, d'abord, changer soi-même plutôt que l'ordre du monde, ça c'est Descartes, mais Spinoza dirait pas ça, puisque justement, quand on a atteint ce niveau de joie active, il n'y a plus de distinction entre soi et le monde. Oui, mais si on ne peut pas se changer soi-même, alors on ne peut pas soi-même se mettre en disposition pour atteindre la joie. On doit postuler un changement de soi. Spinoza ne cesse de dire qu'au fond, personne ne peut vouloir se changer lui-même, parce que se changer lui-même, c'est mourir. Chaque chose, elle fait effort pour persévérer dans son être. Donc au fond, ce qu'on en veut, c'est pas se changer soi-même, c'est persévérer, et pour persévérer, c'est être le plus puissant possible. Et à un moment, on accède à quelque chose qui est le contraire d'une résignation. Je sais que Spinoza est très souvent lu comme au fond la figure de celui qui se résigne et qui prend son parti. De la violence, la brutalité, la nécessité du monde, etc. Mais c'est pas du tout ça que dit Spinoza. C'est qu'il existe un certain point de vue où, loin de s'y résigner, au contraire, parce que plus on comprend, plus on peut agir. Vous pouvez pas agir si vous décidez d'envahir l'Irak à la George Bush sans même connaître la distinction entre les chiites et les sunnites. Vous êtes quand même mal barré pour qu'elle fonctionne bien, votre guerre. Là, même du niveau du pire, plus vous comprenez, plus vous serez puissant. Mais il y a une compréhension, et la compréhension du sage, c'est au fond, arriver à aimer cette nécessité-là, c'est un mouvement splendide, mais c'est un mouvement qui est rare, donc il n'y a pas de résignation. C'est un mouvement splendide au sein duquel vous êtes le plus actif et le moins résigné possible, puisqu'appartenant à cette nécessité, vous voyez aussi toutes les possibilités qui peuvent émerger dans le futur, puisque vous comprenez la nécessité passée, mais vous ne comprenez pas la nécessité future. Et il y a une forme de transvaluation de la compréhension de la nécessité du passé en une ouverture du champ des possibles pour l'avenir qui est extraordinaire, je crois.
Et c'est avec le corps des esclaves de Nabucco, Pierre Zaoui, que nous nous quittons. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Spinoza aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre livre intitulé Spinoza, la décision de soi, publié aux éditions Bayard. Il est 10h50, vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance et c'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philosophie. Avec vous, François Nodelman, bonjour. Bonjour Adèle. S'il y a une figure qui ne disparaît jamais de l'actualité, c'est bien l'assassin. Dans les faits divers, la littérature et le cinéma, il fascine le grand public et même les philosophes, comme en témoigne le gros dictionnaire des assassins que leur consacrent François Angelier et Stéphane Bou aux éditions Calman-Lévy. Xavier Mauméjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et philosophe et vous avez participé à ce grand œuvre parmi d'autres philosophes, une dizaine, parmi lesquels Christian Jambet, Elisabeth de Fontenay, Michel Terestchenko, etc. Alors, de quels assassins s'agit-il? Parce qu'on voit quand même dans la liste qu'il y a aussi bien des meurtriers bien réels et puis des assassins de fiction plutôt. Oui, parce que je pense que c'était l'intention aussi des anthologistes que de la même façon que des personnages héroïques ou admirables comme Don Quichotte ou Sherlock Holmes nourrissent la notion d'humanité, les assassins aussi bien hélas réels que issus de l'imaginaire tendent à définir cette même humanité. Oui. Vous dites hélas réels, mais quand même ne soyons pas hypocrites. Ils nous fascinent. Ils nous fascinent, oui, je pense que ils nous fascinent parce qu'ils nous disent que l'inhumain, eh bien, par définition, est proprement le fait de l'humain, sont des consciences qui, plus ou moins intentionnellement, sont passées à l'acte, ont commis l'irréparable. Oui. Alors, ça va de Charlotte Corday à Michel Fourniret, de K1 à Lafcadio, en passant par l'esclave de Hegel, par les sœurs Papin. Enfin, vraiment, on a une sorte aussi de panier garni d'assassins qui rivalisent, mais voilà, est-ce qu'on peut faire au bout du compte des classifications ou non? Ah bah oui, c'est vrai que présenté comme ça, le dictionnaire est c'est la jet set des assassins. Mais il y a effectivement toute une gradation entre le tueur motivé par une sorte de délire, de pulsion, et puis au contraire l'assassin extrêmement calculateur d'une intelligence remarquable et qui a existé. On a tous les cas de figure avec des personnages ambigus. Vous venez de citer Charlotte Corday. Ça tient à la fois selon elle, du devoir patriotique et puis une espèce de narcissisme. Elle était descendante de Corneille. Elle y voyait la possibilité de rafraîchir le nom. Donc il y a effectivement tous les visages, tous les masques possibles de l'assassin. Alors vous avez choisi parmi d'autres Jack l'Éventreur. Pourquoi Jack the Ripper? Qu'est-ce qui vous intéresse en lui? D'abord, Jack, c'est probablement le premier grand mythe urbain. Il pouvait n'être que dans une certaine modernité. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de revenir aux faits, c'est-à-dire d'éliminer tout ce qui était conjecture et hypothèse souvent farfelue, et d'en revenir à son nom. Alors Jack, il existe bien avant Jack, il existe déjà chez Shakespeare dans Le Songe d'une nuit d'été, c'est Jack tueur de géants, Jack et le haricot magique, c'est tout un imaginaire anglais extrêmement ancien. Donc en ce sens, il n'y a rien de nouveau dans les brouillards de Whitechapel à ce moment-là, et ce sont 5 meurtres. Il aurait pu y en avoir 7, parce qu'il y en a un qui est commis avant ce que l'on a imputé à Jack et un autre après, qui pourrait lui être attribué. Et en fait, c'est une invention. Oui, mais ce sont quand même à chaque fois des meurtres absolument atroces, où il dépaisse les corps, et donc il fait des sortes de mise en scène. Alors que en quoi cela vous fascine? Ce qui me fascine, c'est pas tant les meurtres qui effectivement eux-mêmes sont remarquables, mais
les sœurs Papin ont fait aussi bien, comme on le verra dans le dictionnaire, c'est le fait qu'il est insaisissable. On ne peut, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où on parle, dire qui est Jack l'Éventreur. C'est un mythe. Oui, une construction notamment beaucoup du fait des journalistes. Alors, justement, vous citez les sœurs Papin. Lacan, dans sa thèse, observait la fascination, justement, que suscitent les assassins, parce que c'est un passage à l'acte. Et d'ailleurs, il disait, même si les sœurs Papin n'ont pas été, elles ont été condamnées à mort, mais pas exécutées, mais elle disait quand même que, justement, la peine de mort elle-même était un assassinat et permettait donc d'apprivoiser, de redoubler la jouissance du public qui voyait l'exemple de quelqu'un qui était passé à l'acte et avait accompli ce désir de meurtre. Voilà, c'est tout à fait ça. Et je pense que c'est pour la même raison que dans le dictionnaire, on retrouve la famille Sanson, qui étaient les bourreaux désignés de la France, une famille de bourreaux, mais qui, eux, étaient assassins d'État et qui avaient un véritable permis de tuer. C'est-à-dire qu'il était important aussi de montrer que l'assassinat peut être prévu, planifié et légitimé. Ce sont aussi des assassins. Oui. Freud dit « Nous sommes tous issus d'une longue lignée d'assassins. » Il y a comme s'il y avait en quelque sorte un Caïn en chacun de nous. Donc, est-ce la raison de la fascination pour les assassins ? Caïn, c'est peut-être le plus grand pour deux raisons. D'une part, il est le premier assassin, selon notre tradition culturelle. Deuxièmement, il a supprimé d'un seul coup le quart de l'humanité, ce qui est déjà pas mal. D'un seul coup, un quart de l'humanité. Et ensuite, il est à l'origine de la première société humaine. C'est lui qui crée la première ville. Donc oui, en ce sens, nous sommes tous les descendants de Caïn. Comment expliquez-vous, Xavier Beauméjean, une certaine fascination aussi auprès des philosophes, les philosophes et le crime. Bon, Foucault qui s'intéresse à Pierre Rivière. Il faudrait se rappeler aussi la mise en scène aussi qu'il décrit avec beaucoup de détails de Damiens, du supplice de Damiens. Donc, il y a une mise à mort là qui est quand même exhibée, mais aussi Spinoza et les frères de Witt, Lacan et Papin. Comment expliquer cette fascination aussi pour des penseurs habitués plutôt au concept et à l'abstraction? Vous l'avez très bien dit, et en plus, on peut même faire remonter cet intérêt à l'aube même de la philosophie, puisque Platon, dans La République, parle de Gyges, l'homme invisible, qui par son invisibilité va tuer. Cet intérêt tient à ce que le crime, l'assassinat, c'est une définition, une des composantes de la nature humaine, et il est plus courageux d'en prendre acte que de la verser dans l'inhumain. L'humanité, c'est pas simplement Mozart, Léonard de Vinci et Gandhi. C'est une sorte de courage, de revendication de toute l'humanité. Parfois, il y a même des philosophes eux-mêmes qui deviennent des assassins. Mais bon, je vois que vous n'avez pas osé prendre Althusser dans votre liste. Oui, voilà, mais là, on peut se demander si il s'agit d'un assassin ou d'un exercice morbide de travaux pratiques en philosophie. Bon, merci Xavier Beauméjean. Merci à vous. Et je rappelle le titre donc de ce dictionnaire dirigé par François Angelier et Stéphane Bou, Dictionnaire des assassins et des meurtriers, paru aux éditions Calmal-Lévy. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le podcaster sur le site de franceculture.fr. Merci beaucoup François. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve, non pas demain d'ailleurs, mais lundi. Car demain, comme tous les vendredis, ce sera Philippe Petit au micro des nouveaux chemins. Philippe Petit qui se demandera ce que l'on peut transmettre de la Révolution française en compagnie d'Éric Hazan. Et puis si vous ne pouvez pas vous passer de philosophie entre vendredi et lundi, rendez-vous dimanche à 16h avec le Gai Savoir, l'émission présentée par Raphaël Antoven, qui aura pour thème cette semaine les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Quant à nous donc, rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine consacrée à Racine, Britannicus, Bérénice, Andromaque et Phèdre. La semaine prochaine, c'est sur les planches que nous allons philosopher. Si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous trouverez également toutes les indications bibliographiques concernant l'émission de ce jour et toutes les indications musicales. Et vous pourrez également télécharger, podcaster cette émission afin de l'installer dans votre ordinateur ou sur votre lecteur MP3 pour pouvoir l'écouter où vous voulez, quand vous voulez.
France Culture, il est 10h59. Dans un instant, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde.